Donc, on a 400 000 visiteurs par année ici, en ce moment. On a aussi des hébergements. On a 68 hébergements. Les animaux ont tout le temps des endroits où aller, mais si on prend le parcours là, de 12 km qu'on a, on a des wapitis, puis ces espèces-là. Comme vous avez vu ce matin, quand on est rentré dans le parc, là, on n'a pas vu beaucoup, mais après ça, on a vu un peu plus. Ben, ils se retirent dans la forêt, là, t'sais. Donc, c'est une des grosses parties là, où les habitats, qu'on parlait, là, qui peuvent se retirer comme qu'ils veulent, mais ce grosse partie-là, là, le parcours voiture, là, ils ont de la forêt en masse là, pour aller se retirer. Puis tout ça. Bien, nous, c'est ça. On a un environnement semi-naturel, puis notre manière d'assurer le bien-être, bien, en fait, il y a plusieurs façons. Mais l'idéal pour nous, c'est d'offrir un habitat de qualité qui va reproduire pratiquement exactement ce que l'animal va avoir à l'état sauvage. Donc, par exemple, les chefs de montagne, comme il y a derrière moi, eux, à l'état sauvage, ils vont souvent se tenir sur des caps rocheux très, très, très abrupts qui vont peut-être pas être idéales pour d'autres espèces, par exemple un wapiti, mais eux, c'est leur moyen de défense naturelle contre les coups. Alors, évidemment, il n'y a pas ça ici, mais pareil, afin d'assurer leur meilleure qualité de vie possible, on va le reproduire. En deuxième lieu, fait que ça, c'est notre point principal, qu'on croit que si l'animal a un bon habitat de qualité, bien, tout le reste va en découler. Mais ensuite de ça, sous nos soins, évidemment, on va donner les soins vétérinaires et une qualité de nourriture du plus haut niveau pour nos animaux. Donc, au Parc Omega, nous, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens? Bien, c'est notre mission. Premièrement, c'est d'éduquer et sensibiliser les gens à la conservation et à la protection de la nature. Puis la première manière, c'est tout simplement en offrant une expérience immersive et en touchant les émotions des gens. On croit vraiment que si les gens... Moi, je crois que si les gens ont une émotion, ils voient, par exemple, une mère caribou allaiter son petit, c'est vraiment un événement touchant. Après ça, on entend que le caribou est en voie de disparition. Je crois que ça peut plus toucher les gens puis les porter à agir. Ensuite de ça, on ne s'arrête pas là. C'est important de mettre le message éducatif en avant. Donc, au Parc Omega, si vous allez un peu partout, vous allez voir qu'on va avoir des messages de conservation, d'éducation, il va y avoir des naturalistes à apporter pour expliquer ce qu'on voit, expliquer le statut de tous les animaux. C'est un de nos rôles éducatifs principaux. On ne fait pas juste dire, parler de la biologie de l'animal. On explique c'est quoi le statut de l'animal, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien à l'état sauvage, qu'est-ce qu'on peut faire et c'est quoi les actions qui sont prises en ce moment. Pour la plupart des clients qui vont venir ici, ils viennent voir les animaux comme une source de divertissement. Mais nous, on croit vraiment au Parc Omega que c'est la meilleure façon de sensibiliser les gens à l'éducation. Donc, le divertissement est comme un moyen d'achever notre but. Si je peux vous dire. C'est comme si je vous ferais un exposé oral sur pourquoi il n'y a plus de carcajou au Québec, pourquoi est-ce qu'il a disparu. Ça va beaucoup, beaucoup moins vous toucher ou sensibiliser les gens à voir directement l'espèce et être concernés du fait qu'ils ont disparu puis qu'il en reste de moins en moins dans la population. Donc, nous, on est parfaitement à l'aise avec ça, en autant que ça suive un but et une mission. Et nous, toutes nos activités d'interprétation, tous nos animaux qui sont uniquement sources d'Amérique du Nord ou du nord de la planète, donc qui vivent dans un environnement similaire, on croit que c'est une des meilleures façons qu'il n'y a pas de sensibiliser les gens. Évidemment, pour nous au Parc Omega, la priorité absolue, c'est le bien-être des animaux. Et si un animal était stressé par les clients, bien, ça ne fonctionnerait pas. Alors, la première des choses qu'on fait, j'en ai parlé tantôt, mais c'est dans la construction des habitats. Vous avez remarqué que dans chacun de nos habitats, qui sont très, 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 très grand, il va toujours avoir des endroits conséquents où ce que l'animal peut choisir de se retirer de la vue du visiteur à n'importe quel moment. Et c'est pas juste un petit endroit refermé, c'est toujours des grands espaces libres. Donc, à tout moment, si l'animal n'était plus à l'aise avec ça, il irait là. Suite à ça, on ne s'arrête pas là. Nos animaux sont évidemment surveillés et vérifiés tous les jours par une équipe de techniciens et de vétérinaires professionnels. Alors, non seulement l'alimentation et la santé de l'animal va être vérifiée, mais le comportement de l'animal. Alors, si un animal qui se trouverait à commencer à avoir un comportement stéréotypé, par exemple, à toujours marcher au même endroit ou à avoir des signes de stress, évidemment, notre équipe est formée à reconnaître ces signes-là. On va prendre action pour peut-être changer l'animal d'habitat ou faire des enrichissements. Mais je suis avec fierté de vous dire qu'au Parc Omega, si on construit l'habitat de la bonne façon et que l'animal est encadré de la bonne façon, ça arrive jamais. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'avantage de garder ces animaux-là, c'est vraiment un point de vue éducatif et conservation. Mais en plus de ça, en plein air, dans des grands espaces comme on a là, je crois que
Ça donne premièrement une meilleure expérience pour le visiteur, ça donne une bien meilleure expérience pour les animaux aussi. Et je crois que c'est plus facile de connecter les gens, non seulement aux animaux et à leur bien-être, mais à la nature en général. On le sait, on le remarque, c'est de plus en plus dur, surtout les jeunes, les faire sortir. On est de plus en plus avec la technologie, tout ça. Donc, je crois qu'un parc naturel comme nous, d'au-dessus de 2000 acres, où on peut se promener, voir les animaux naturels venir, les lacs, les montagnes, avec nos animaux en captivité aussi, je crois que c'est la meilleure manière de faire. Premièrement, dans le monde des parcs animaliers, moi, j'ai constaté un changement conséquent déjà dans les 15, 20, 30 dernières années. Si je peux dire, je ne sais pas si vous visitiez des zoos, des parcs, il y a 30 ans, c'est pas du tout les mêmes standards qui est là. Pour en visiter beaucoup, ça a beaucoup avancé. Alors, moi, je suis bien content de ce que je vois en termes de bien-être animal en ce moment. Il y a encore du chemin à faire et la plupart des institutions le font. Et là, l'étape que je crois que les parcs animaliers comme le nôtre et comme les autres doivent faire, c'est améliorer au point de vue de conservation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans un parc comme le Parc Omega, on a une très, très grande expertise pour prendre soin des animaux, avec les animaux et s'assurer qu'il y a les meilleurs soins. Donc, c'est de mettre ces connaissances-là, ces capacités-là à la faveur des animaux sauvages. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. En ce moment, on a commencé, nous autres, à élever des pie-grièches. Les pie-grièches, c'est un animal, c'est un oiseau petit oiseau, que je sais que personne peut-être le connaît, mais c'est un oiseau qui, malheureusement, est en voie de disparition en Ontario et au Québec. La population a drastiquement chuté dans les 40 dernières années. Et là, maintenant, on fait partie d'un programme où on élève des pie-grièches en captivité et quand les oisillons vont naître, on va aller les relâcher en groupe pour essayer de faire remonter la population dans des endroits stratégiques. On va faire la même chose, par exemple, nous, avec une rainette, une grenouille. On va participer à des projets de comptage de chenilles pour le monarque afin de voir c'est quoi le suivi, où va la population. Donc, c'est l'étape que le Parc Omega et bien les institutions sont en train de prendre, mais il va falloir aller encore plus loin, surtout avec ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la population animale en général. Puis évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toute notre équipe de soins animaliers, de vétérinaires, de techniciens. On a toute notre équipe de maintenance, travaux, réparation de clôture, vérification, que tout est intact. Le garage, le jardin de terrain, tout le service à clientèle. On a une grande partie hôtellerie aussi, ici, avec dormir avec les loups. Donc ça, c'est une équipe, je pense, au moins juste 70 à eux autres. Donc il faut faire fonctionner un parc animalier, ça prend des gens. Tu vas avoir les vétérinaires, les techniciens, les soigneurs animaliers. Vous voyez là. Puis dans les soigneurs animaliers, je te dirais qu'il y a des spécialisations qui se font. Fait qu'on en a une, mettons, qui est juste responsable de nos canidés. Il y en a qui vont s'occuper plus... ces sections, c'est un groupe d'animaux, mais les petits animaux, castors, carcajous, chiens de prairie. Puis il y en a qui vont s'occuper plus des animaux sur le parcours, si tu veux, les gros cervidés, les wapitis, cerfs rouges. Donc. Puis il y a l'équipe travaux-maintenance qui vont aider à assister quand il y a des manipulations puis des captures à faire, des vaccins, des choses comme ça. Pas des petites gâteries. Ah, là. Hein? Ils sont en forme un matin, ils sont bien réveillés. La petite gâterie finit un matin. Donc, le Parc Omega est très fier de dire qu'il fait partie des associations avec les plus hauts standards de bien-être et de sécurité au pays. Donc, l'AZAC, l'Association des zoos et aquariums du Canada. Donc, cette association-là va regrouper, en fait, tous les zoos et aquariums et parcs qui veulent en faire partie, mais il va y avoir un critère au-dessus de 300 standards en bien-être animal, en sécurité, en soins vétérinaires et même en service en clientèle. Qui va être là. C'est des critères assez rigoureux.
qu'on fait partie. Et le Parc Omega est non seulement très impliqué dans cette association-là, mais est fier d'en faire partie. C'est ça, si vous venez au Parc Omega, vous allez constater, non seulement dans notre parcours principal, on a plusieurs cohabitations, les animaux vivent ensemble, mais même dans nos enclos particuliers. Donc, vous allez pouvoir constater qu'on a des cohabitations, les renards avec les chèvres, les renards avec les ours. On a même une cohabitation ours-loup et ours-coyote, en fait. Et la cohabitation, ça a plusieurs avantages. L'avantage principal, c'est une forme d'enrichissement. Alors, l'enrichissement, on dit, c'est pour améliorer ou stimuler l'animal, stimuler les animaux. Donc, c'est un enrichissement naturel qui se fait. Donc, c'est vrai qu'à l'état sauvage, il va y avoir des contacts qui vont se faire entre un animal et un autre. Et ça va être la même chose qui va se faire là. Donc, ça va faire juste de l'action, ça va faire de la vie, ça va faire bouger. Donc, ça va briser, je pourrais dire, la monotonie qui pourrait se passer dans un enclos. Donc, ça ne fonctionne pas toujours, évidemment. On ne peut pas mettre un prédateur avec une proie. Mais lorsque possible, au Parc Omega, on avantage beaucoup de faire des cohabitations. Quand on fait une cohabitation, on ne le fait pas au hasard, comme je vous ai dit, on va essayer. Justement, par exemple, notre cohabitation loup-ours, ça fait pas longtemps qu'on l'a, elle a longuement été réfléchie. On a été visiter plusieurs endroits en Europe. On a vu plusieurs littératures, parlé à beaucoup de gens et on a fait fonctionner ça de plusieurs façons. Donc, sans entrer dans les détails, on ne fait pas juste mettre deux animaux ensemble. Il y a souvent plusieurs techniques qu'on doit utiliser. Par exemple, on va choisir où les animaux vont dormir. On va leur laisser chacun leur bonne place pour dormir. On va leur donner une contention où chacun peut aller manger individuellement, par exemple. Je vais vous donner l'exemple, les renards, ils peuvent accéder à un endroit, puisque c'est une petite porte, en fait, et les chèvres n'auront pas accès. Donc, ils vont toujours pouvoir avoir la paix, et ainsi de suite. Ici, pour les chiens de prairie, ils vivent dans des terriers. Donc, quand les spécimens sont arrivés ici, ben nous, on avait déjà creusé quelques terriers pour eux autres. Donc, ils se sont vraiment bâtis tout un réseau de tunnels, là. Au début, quand on a eu les chiens de prairie, on permettait aux gens de marcher dans l'habitat. Mais là, je ne sais pas la raison exactement, là, mais c'est des raisons de santé pour les animaux, là. On a surélevé tout le pourtour, donc les gens peuvent très bien les observer sans rentrer dans l'habitat. La diète des animaux est soigneusement choisie, calculée par nos vétérinaires, puis une nutritionniste qui est engagée, premièrement. Donc, toutes les quantités sont décidées par eux. Donc, évidemment, on achète ce qu'on a besoin, mais plus que ça, on est maintenant en partenariat avec des épiceries et des grossistes qui, eux, vont donner les restants de nourriture qu'ils auraient jetés aux poubelles. Évidemment, on ne prend pas n'importe quoi. On serait surpris de voir comment est-ce que la nourriture peut être encore bonne. Alors, il y a bien la nourriture qui est bonne pour certains animaux. Donc, on va prendre beaucoup de viande, de fruits, de légumes, surtout, de ces endroits-là aussi. Bien, au Parc Omega, on a surtout des animaux des Amériques du Nord ou du nord de la planète. Donc, on n'a aucun animal qui ne peut pas subvenir à toutes les 4 saisons du Québec. Donc, on n'a pas besoin de rentrée d'animaux ou alors de chauffage ou de climatisation externe. Donc, juste des animaux surtout locaux et qui peuvent s'adapter à ce qu'on a. Quant à la provenance, on a beaucoup d'animaux qui viennent en fait des agents de la faune, donc des orphelins. Donc ça fait partie aussi d'une de nos missions. Donc souvent, par exemple, il peut y avoir un chevreuil ou un orignal sa mère va avoir été, malheureusement, la mère va être frappée par une voiture, va se retrouver orphelin en jeune âge et il n'y aura aucune perspective pour cet animal-là de vivre à l'état sauvage. Donc, nous, en partenariat avec les agents de la faune, ils vont nous contacter et nous, on va prendre, évidemment, si on a la capacité. Donc, à ce jour, dans les animaux sauvages, on a les orignaux, les ours, les chevreuils, castors, renards et moufettes et j'en passe. Ça, c'est une première partie. L'autre partie, évidemment, maintenant, si on veut agrandir ou changer notre collection animale, on peut faire partenariat avec d'autres parcs ou d'autres zoos pour aller chercher des animaux. On ne va pas chercher n'importe quoi. On reste dans notre mission qui est de conservation et d'éducation. Donc récemment, par exemple, on a ajouté dans les années les chevaux de Przewalski, qui est un animal en voie de disparition, qui a un programme de réintroduction qui se fait. Donc l'idée, c'est de participer à ça. Même chose sur le carcajou, qui n'est pas nécessairement en voie de disparition au niveau mondial, mais localement, à certains endroits, il l'est. Donc, ça va être l'autre façon. Sinon, c'est via la reproduction qu'on peut en faire, qu'évidemment, on choisit, on contrôle selon les besoins.
Donc, le programme éducatif et de conservation, bien, c'est 2 volets, puis c'est à la base de notre mission, c'est le rôle le plus essentiel. Donc, je l'ai dit tantôt, notre mission, c'est vraiment d'éduquer, de sensibiliser les gens à la conservation. Donc, évidemment, un peu partout disséminé dans le parc, vous allez pouvoir croiser nos naturalistes qui vont contacter toute notre clientèle et le message va être axé justement sur la protection de l'espèce. Mais on va plus loin que ça. On a aussi des tours plus VIP, je vous dirais, plus guidés, où on peut aller voir un peu plus comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on prend soin des animaux pour justement connecter encore plus les gens. Mais encore là, plus loin que ça, on va aussi dans les écoles, pour sensibiliser les gens via notre fondation, sensibiliser les jeunes, je dis surtout les jeunes des milieux un peu plus défavorisés, qui n'auraient pas nécessairement les ressources de venir s'informer sur comment ça se passe dans le milieu naturel. Donc ça fait, je dirais, une partie forte du Parc Omega de notre programme d'éducation. Pour ce qui est de la conservation, je n'ai parlé tantôt, donc on fait des petites puis des plus grandes actions. Donc nos projets principaux en ce moment qu'on fait à l'intérieur du parc, ça va être avec la pie-grièche, puis la rainette faux-grillon de l'Ouest exactement. Puis on a plusieurs aussi d'autres partenariats. On fait partie de comités d'avancement via les associations comme la CASA ou la ZADA. Pour déterminer le besoin de nos animaux, c'est vraiment très large. J'en ai parlé tantôt. Donc, la diète, c'est multifactoriel. Donc, on a un suivi, en fait, un comité de bien-être animal où tous les animaux, le statut des animaux va être évalué. Non seulement, évidemment, nos animaux sont vérifiés tous les jours, mais le statut total de l'animal va être évalué 2 fois par année. Donc, il y a une espèce de feuille avec plusieurs critères qu'on va évaluer, s'assurer que toutes les espèces animales, mais pas juste les espèces animales, tous les individus, leur bien-être soit assuré, que ce soit justement la visibilité avec les clients, le niveau de stress, l'alimentation, le poids de l'animal, l'interaction qu'il y a avec ses autres congénères, l'interaction qu'il y a avec les autres animaux en cohabitation. Tout ça va être évalué et à chaque 6 mois, on va faire les changements nécessaires s'il y a besoin de se faire. Pour notre programme d'enrichissement, tous nos animaux, sans exception, font partie d'un programme d'enrichissement. C'est absolument crucial pour s'assurer que l'animal ait une qualité de vie égale ou supérieure au milieu naturel. Donc nous, pour bien nos animaux, on n'a pas besoin, heureusement, avec les habitats qu'on a, d'aller avec beaucoup d'enrichissement que je dirais artificiel. Par exemple, vous allez venir dans nos enclos de loups, avec les wapitis. Par exemple, nos loups vont avoir un lac. Un lac qui est souvent naturel ou agrandi, où il va y avoir des grenouilles qui vont être là, ils vont pouvoir jouer avec, chasser là. On va leur donner des morceaux aussi de carcasse à chaque semaine pour qu'ils puissent reproduire comme s'ils chassaient, si vous voulez, à l'état sauvage. Donc, ils vont manger, ils vont arracher les ligaments, puis ils vont se chicaner un petit peu pour ça. Puis tout ça, c'est naturel. Vous voyez, les loups, c'est un animal qui aime ça avoir un vantage point, qui aime ça avoir un point de vue en altitude, c'est un prédateur, donc ça se sent bien quand ça voit ce qui se passe. Donc chacun de nos enclos de loups, par exemple, va avoir un lieu, puis ils vont l'utiliser souvent à ce moment où ils peuvent se coucher en groupe, puis avoir la vue en hauteur. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour répondre, tous nos animaux ont un programme d'enrichissement. Pour continuer sur un autre exemple, par exemple, le rignal, on a évalué que pour son bien-être, c'était vraiment important qu'il mange des vraies branches en fin d'enrichissement à tous les jours. Donc oui, c'est complémenté avec une moulée à base de trembles parfaitement adaptée pour eux, mais afin qu'ils puissent reproduire ce qu'ils font, on va tous les jours couper des vrais arbustes ou branches ou arbres et on va les planter dans une espèce de tuyau comme si c'était un vrai arbre, en fait, qui était là. Puis les arignaux vont y aller, puis ils vont le manger comme si c'était un vrai. À chaque jour, ça va être changé. D'ailleurs, pour continuer ça, pour maximiser l'efficacité, ces branches-là vont être par la suite données au castor, exactement de la même façon. Il va être planté comme un arbre, et le castor, vous allez voir, c'est assez comique, il va le couper comme si c'était un vrai arbre, il va le faire tomber, puis il va l'amener à sa hutte. Pour évaluer nos enrichissements, c'est la même chose que sur le bien-être animal. C'est le même comité. En fait, c'est un comité différent, c'est le comité enrichissement. Sous les mêmes critères, aux 6 mois, tous nos enrichissements vont être évalués, si c'est un succès, si c'est pas un succès, et ils vont être ajustés en fonction. Au Parc Omega aussi, on fait plusieurs visites de d'autres institutions européennes, américaines et canadiennes à tous les années pour juste voir ce qui se fait ailleurs, voir c'est quoi les bonnes pratiques, puis améliorer à chaque fois.
pour les projets de conservation, souvent, quand on commence un projet de conservation, c'est pas quelque chose qui se fait seul, c'est souvent en partenariat avec des universités, des groupes sociaux, le gouvernement. Donc, souvent, c'est en partenariat avec eux. On va discuter avec eux c'est quoi les besoins dans la région. Donc, au Parc Omega, nous, on va miser sur faire des actions qui sont plutôt locales. Donc, oui, on a par exemple le cheval de Prévasky, mais on est très fiers de pouvoir participer avec le monarque, la pie-grièche ou la rainette, qui sont des problèmes locaux pour améliorer la situation locale. Donc, dans tous ces cas-là, on va avoir commencé une discussion, collaboration, que ce soit avec une université ou une autre association. C'est quelque chose d'assez complexe, relâcher, donc on le fait, mais pour l'instant juste avec des petits animaux, donc c'est justement des oiseaux ou la rainette. Pour les mammifères, ça se fait, on a des projets, je vais pas vous en parler, mais on a des projets assez plus grands qu'on va essayer de rentrer avec d'autres espèces de loups, peut-être de plus grands cervidés pour en relâcher. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, je vous ai parlé tantôt, on reçoit des animaux, des agents de la faune, puis on élève au biberon. Alors, dans ces paramètres-là, on ne peut pas les relâcher. Donc, par exemple, un chevreuil qui a été élevé au biberon vient beaucoup trop familier avec l'être humain pour le remettre. Parce que sinon, ça nous ferait plaisir, ça ferait plaisir de le refaire, mais on ne voudrait pas que le chevreuil aille justement se faire écraser sur le bord de la route parce qu'il est trop habitué de voir des gens ou des voitures. Pour accepter un nouvel animal, il doit venir du ministère des agents de la faune. Il n'y a aucun autre critère. Il n'y a personne qui peut cogner au Parc Omega puis nous donner un animal. Ça doit automatiquement passer par les agents de la faune. Et il y a toujours une discussion qui est faite avec eux sur la faisabilité. Donc oui, à chaque fois que les agents de la faune nous amènent un animal, c'est toujours un animal que normalement, c'est le dernier recours, en fait. Si on pouvait le remettre à l'état sauvage, c'est ce qu'on ferait. S'il est amené à nous, c'est qu'il a besoin de soins, il est orphelin, il est blessé et il ne sera pas possible de le rétablir avant. Donc, la réponse est oui. La conception des habitats, c'est pas mal moi qui travaille là-dessus. Donc, nous, ce qu'on aime faire, c'est au lieu de dire « Ah, on veut cet animal-là », souvent, c'est qu'on va regarder le terrain, on va regarder l'habitat, puis on y va à l'inverse. On regarde l'habitat et on se dit « Mon Dieu, cet habitat-là serait génialement parfaite. Elle serait géniale, en fait, pour cet animal-là. » Donc, en premier, il faut voir si l'animal convient à nos besoins puis à notre rôle éducatif. Si c'est le cas, on regarde l'habitat s'il est convenable. Et après ça, on va regarder tous les paramètres de bien-être pour l'animal, que ce soit l'espace, l'élévation, est-ce qu'il y a besoin d'eau, est-ce qu'il y a besoin de creuser, est-ce qu'il y a besoin de grimper dans des arbres, est-ce qu'il y a des besoins particuliers. Si cet habitat-là convient parfaitement, on va y aller avec d'autres partenaires. Il y a aussi beaucoup de littérature sur comment bien garder un animal en captivité. On va y aller avec ça, puis on va s'assurer que l'animal ait tout ce qu'il faut. Le Parc Omega, c'est un territoire naturel de 2200 acres qui offre aux visiteurs une expérience immersive. Et notre rôle, notre mission là-dedans, ça va être d'éduquer, sensibiliser les gens à la protection de la biodiversité et au bien-être animal. Nous, ce qu'on va proposer dans notre expérience, ça va être des animaux presque uniquement d'Amérique du Nord ou d'Europe qui peuvent vivre uniquement dans l'habitat naturel qu'on va leur présenter. Donc, au Parc Omega, c'est pas juste des animaux qu'on vient voir, c'est vraiment une expérience en nature avec les montagnes, avec les érablières, avec les lacs qu'on a et tous nos animaux dans des habitats naturels. Au Parc Omega, on a vraiment les valeurs immersives d'inclusion pour les gens, pour les citoyens, pour la collectivité qui viennent proche. On veut offrir cette expérience-là naturelle pour la population autour. Puis, pour ce qui guide les animaux, pour nous, je l'ai déjà dit, le plus important, c'est vraiment le bien-être animal. Puis nous, on croit vraiment que le bien-être passe par des habitats de qualité puis des soins de haute qualité. Donc, nos animaux, pour nous, les décisions maîtresses, si tu veux, vont toujours être de s'assurer que les animaux vivent dans des groupes sociaux qui représentent ce qu'on va pouvoir voir à l'état sauvage, dans des qualités d'habitat qui représentent ce qu'on va pouvoir voir à l'état sauvage, et dans les soins animaliers et vétérinaires qui sont à la fine pointe de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le carcajou, c'est un animal, tu vois, les clôtures, il faut mettre quand même assez de protection parce que c'est un animal qui est grimpeur, peut aussi creuser. Donc, ça a été un défi pour notre équipe de leur construire
un habitat qui va être sécuritaire pour eux autres, là, parce que, il faut le dire, faut pas que l'animal soit capable de sortir de l'habitat parce qu'il ne pourrait pas survivre à l'état sauvage. Donc, on a 2 femelles. OK. Puis, on va recevoir prochainement un mâle. Donc, on va faire la reproduction. L'habitat qu'on a bâti ici, selon Gabriel, là, il n'en a pas vu d'aussi gros que ça. On est pas mal fiers de l'habitat qu'on a construit ici pour eux. Fait que vous voyez, autour des arbres, là, on n'a pas le choix parce qu'ils peuvent monter, sauter à l'extérieur, donc, ou sauter d'un arbre à l'autre, puis se rendre à un autre arbre qui est près de la clôture. Nous, on a des présentations ici à tous les jours sur le carcajou. Tu vois, ils ont probablement, ils font de l'enrichissement, donc ils ont probablement mis de la nourriture. Ils prennent une échelle, là, puis ils montent, puis ils mettent la nourriture dans différents endroits. C'est des cas où il y a eu des confrontations, disons, entre humains et carcajou. C'est pratiquement jamais arrivé parce que cet animal-là est tellement un sens de l'odorat développé, puis tout ça, qu'il est pratiquement jamais en contact avec les humains. De voir des carcajous à l'état sauvage, là, c'est très, 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 très rare. Donc, mais c'est un animal qui n'est pas agressif envers l'humain. Un peu comme le loup, il va plutôt se retirer puis essayer de ne pas arriver face à face avec un humain. L'habitat, la façon qu'il a été construit, on voit là, qu'il y a 2 parties. Oui. Puis il y a une passerelle. Donc, quand on a besoin, disons, quand on fait de l'enrichissement, par exemple, on les attire les 2 habituellement de ce côté-là parce qu'il y en a une des 2 femelles qui préfère ce côté-là. Puis là, on peut aller dans l'habitat ici puis mettre les enrichissements. Tu vois, la ripe, là, c'en est une. Là. Quand ils mettent ça, là, la ripe, là, ils se roulent dedans, puis au niveau de l'odorat, puis tout ça, ça les soumet. Bien, c'est un animal qui a des mâchoires excessivement puissantes. Si elle vient assez proche, là, tu vas voir les pattes, là. Ils peuvent traîner, eux, là, dans la neige, ils peuvent traîner une carcasse d'orignal ou une carcasse de chevreuil là, ou de cerf de Virginie. Là. Ils peuvent traîner ça là, sur une bonne distance. Ils sont carnivores, mais ils sont omnivores, là, je pense qu'on le dit ici. Là. Ils vont manger aussi... eux autres, souvent, ils vont arriver, puis une carcasse qui va avoir été laissée par les loups, par exemple. Eux sont capables de broyer tous les os. Donc, eux, ils vont manger la carcasse au complet. Là.